devra nous donner des informations et nous inciter à lui poser des questions pour mieux comprendre les informations qu'il nous donnera ou peut-être pour avoir des compléments d'informations. Il doit, dans une ambiance fraternelle, nous apprendre à circoncire les questions qu'on doit lui poser parce qu'il a un temps qui lui est imparti. 20 minutes pour être exact. Et à la fin, je donnerai mon rapport surtout sur sa gestion du temps parce que c'est ça l'œuvre. Le gentleman agreement permettait l'anglicisme qu'il y a entre lui et moi depuis que j'étais à l'ONU. À la fin, je rendrai mon rapport à l'évaluateur général. Monsieur l'animateur. Toutes les femmes sont des reines, certaines plus reines que les reines. Bonjour très chers amis Toastmasters, bonjour très chers invités. Ce soir, j'aurai l'immense privilège d'animer une séance de questions-réponses sur un thème qui me semble à propos, puisqu'il y a quelques jours, nous avons célébré la commémoration plutôt, internationale des droits de la femme. Il y a quelques années, pour pouvoir célébrer cette commémoration, une question prégnante avait été posée, celle de savoir si pour réduire la faim et la pauvreté en Afrique, il fallait commencer par limiter les naissances. Tout au long de cette séance, je vais demander la complicité de notre chronométreur afin qu'il puisse m'alerter au bout de 10, 15 et 18 minutes. L'ONU a décidé, à travers les objectifs du millénaire pour le développement, de réduire l'extrême pauvreté dans le monde entre 1990 et 2015 en sortant 925 millions de personnes de celle-ci. Les efforts consentis par la communauté internationale et notamment les grands pays émergents tels que la Chine, l'Inde, le Brésil sont un véritable succès puisque 1,2 milliard de personnes ont pu être sorties de l'extrême pauvreté pour atteindre un revenu supérieur à 2 $ par jour. Paradoxalement, le nombre d'Africains vivant dans l'extrême pauvreté a lui doublé sur la même période, passant de 200 à 400 millions de personnes. Dans le même temps, en comparant les données fournies par la FAO, le PNUD et d'autres organisations, nous arrivons à plusieurs constats. La population africaine a doublé en 30 ans, en passant de 640 millions à 1,2 milliard d'habitants. On peut constater que les pays ayant un taux de croissance de la population les plus élevés sont ceux ayant l'indice de développement humain le plus faible. Vous pouvez le voir, par exemple, ici. Ils sont les plus susceptibles d'être touchés par la famine. Leur population est la plus mal nourrie et ce sont les pays les plus pauvres. Ils sont situés en majorité en Afrique, dans la région des Grands Lacs, au niveau de Madagascar et dans la bande sahélienne. Par exemple, en 2017, le Niger, pays dont l'indice de développement humain est le plus faible d'Afrique, a l'indice de fécondité le plus élevé au monde, avec 7,6 enfants par femme. Et ce n'est certainement pas Achirou, ces deux femmes, et 10 de leurs 14 enfants qui vous diront le contraire. Dans un tel contexte, pour comprendre et lutter efficacement contre la pauvreté et la faim, il est nécessaire de disposer d'indicateurs précis nous permettant de mesurer la réalité de cette situation sans passion et sans idéologie afin d'adopter les solutions idoines pour juguler et éradiquer ce fléau. Chers amis, qui sont les pauvres? Entre 2010 et 2011, Ismaël Serral Geldine, qui est directeur adjoint de la Banque mondiale, a donné un cours au Collège de France dont le thème est de mobiliser les savoirs pour éradiquer la faim, fort d'une expérience de terrain de plus de 30 ans en Afrique et en particulier en Afrique de l'Ouest. Il a indiqué que 70% de la pauvreté se situait en milieu rural et touchait principalement les petits paysans. Il a aussi souligné un fait alarmant, la dimension genre.
les femmes, la femme est pauvre. Ainsi, si les femmes produisent 80% de la nourriture, elles ne perçoivent que 10% des revenus et ne possèdent que 1% des terres. Réduire la pauvreté, c'est d'abord donner à la femme du pouvoir dans la société. Cela se traduit par un meilleur accès à l'éducation, à la santé, par de meilleures opportunités économiques et une large représentation au niveau politique. C'est aussi lui donner la liberté de choisir, de disposer seule de son corps, de choisir quand et combien d'enfants elle souhaite avoir, et cela en dehors de toute pesanteur sociale, économique, religieuse, familiale et culturelle. Je ne sais pas ce qui se passe. Lorsqu'elles disposent de ce choix, les femmes limitent de fait les naissances. Elles consacrent plus de temps à des activités génératrices de revenus et investissent plus dans la santé et l'éducation de leur famille. Elles s'inscrivent alors dans un cercle vertueux qui leur permettent à elles et à toute la communauté de sortir de la pauvreté. Par exemple, le Rwanda a augmenté son PIB, passant de 2,5 milliards à 7,5 milliards de dollars entre 1990 et 2015. Dans le même temps, 60% des députés sont des femmes, et sur la même période, l'indice de fécondité est passé de 8,1 à 4 enfants par femme. Dans ce contexte, à Cotonou Élite, nous avons compris qu'il était nécessaire que toutes les femmes puissent être habilitées, c'est-à-dire puissent avoir le pouvoir, et cela passe dans un premier temps par la capacité de s'exprimer. C'est pour cela que je voudrais rendre hommage à toutes celles qui font le charme de Cotonou Élite. Je voudrais vous remercier et je suis à votre disposition pour les questions. Les questions. J'espère que vous avez été attentifs et je voudrais savoir si dans le public, il y a des questions. Monsieur le Président. Chers collègues Toastmasters, distingués invités, Charles, je me permets de ne pas acquiescer de ne pas acquiescer au postulat du fait que dès qu'on limitera les naissances, on aura comme équation tout de suite la diminution de la pauvreté. Je ne crois pas à ces statistiques des fonctionnaires qui sont dans le bureau. Je ne crois pas à ces statistiques des clubs de riches qui pensent que le fait de réduire la naissance, surtout en naissant de l'Afrique, ferait diminuer la pauvreté. Je voudrais que tu puisses me dire, j'aimerais que vous puissiez me dire, parce que nous sommes en session, en quoi le fait de limiter les naissances nous rendra plus riches, nous les Africains. Tout en sachant, parce qu'avant de mener sur le raisonnement, de répondre à ma question, je voudrais que vous puissiez avoir l'idée que dans un passé très très récent sur l'échelle du temps, ce qui a fait la force de l'Europe, c'est sa population. Ce qui a fait la puissance des États-Unis, c'est sa population. De nos jours, ce qui fait la puissance de la Chine, étant donné que c'est un pays continent et qui peut vivre en autarcie et tout en se développant, c'est la population. Mon Dieu, pourquoi ils veulent que nous, les Africains, Merci beaucoup. Je voudrais te remercier pour ta question. Je voudrais vous remercier pour votre question puisque nous sommes en session. Et si je la résume, en gros, il s'agit de dire que la puissance a pendant longtemps été synonyme d'une forte population. Et que demander finalement
à nous autres Africains de réduire notre natalité ne serait pas propice à notre enrichissement. Nous pouvons voir cette question sous deux aspects. D'une part, l'aspect de la population générale d'un pays et d'autre part de la réalité individuelle. J'ai donné un exemple, c'est celui du Rwanda, où nous avons vu que la prospérité du Rwanda sur une période a coïncidé avec la réduction du nombre d'enfants par femme. Je voudrais donner un autre exemple, c'est celui du Bénin. Malheureusement, je ne peux pas projeter les cartes que j'ai pu voir, mais lorsqu'on regarde les zones économiques les plus prospères du Bénin et que l'on les compare aux zones les moins prospères, on peut remarquer une chose qui est très claire. Lorsque nous vivons, nous qui sommes citadins, nous pouvons constater que la femme a moins d'enfants. Tandis que dans les zones rurales qui sont au nord, nous constatons que la femme a beaucoup plus d'enfants. Et c'est vrai, plus on remonte au niveau du Mali, au niveau du Niger. Donc pour pouvoir expliquer ce phénomène-là, on peut dire que nos pays sont dans des économies de transition, en passant d'un modèle rural qui nécessite beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup de richesse qui est produite par la population, à un monde qui est plus industriel et un monde qui est plus de services tertiaires, où on peut constater qu'il est plus simple d'investir sur quelques enfants qui produiront beaucoup plus de richesse que d'investir sur beaucoup d'enfants qui produiront un peu moins de richesse. J'espère que ça a pu, d'une manière ou d'une autre, répondre à la question. Alors, je vais prendre la question de la dame, puisque je pense qu'elles ont beaucoup de questions. Je vais commencer par les dames et ensuite je vais vous donner la parole, messieurs. Madame Ago. Merci. Merci à vous tous. Et je suis restée un peu sur ma faim par rapport à la présentation de Toastmaster qui dit que pour réduire la pauvreté en Afrique, il faut diminuer les naissances. Donc, quand je vois la superficie de l'Afrique, on constate que la densité est très, très faible. Et on note d'autre part que l'Afrique est le continent le plus riche. Comment est-ce qu'on peut concilier ces deux aspects? Le continent le plus riche, le continent le moins peuplé, et on préconise la diminution des naissances pour pouvoir réduire la pauvreté. Je ne sais pas si vous comprenez. Et je voudrais que l'orateur nous explique un peu comment il comprend ces aspects, ou bien si par rapport à ces éléments qu'on vient de sortir, s'il peut améliorer prochainement ça. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, c'est une véritable question qui se pose. C'est celle de la densité, c'est-à-dire de l'occupation de l'espace d'un côté, et de l'autre côté, les dynamiques de population. Pour faire un résumé de manière très simple, il ne faut pas qu'on se trompe. Si je prends l'exemple du Bénin, je disais tantôt que la partie économique qui est la moins favorisée était la partie rurale. Et la partie économique qui était la plus riche était la partie citadine. Mais en termes, lorsque nous regardons la population, on dira que chaque femme individuellement qui vit en ville a moins d'enfants que celles qui vivent dans le milieu rural. Mais lorsqu'on prend un exemple plus général, on se rend compte que les parties qui sont dynamiques en termes de population sont les parties métropolitaines. Je vais donner un exemple pour faire plus simple. Si une femme, comment ça s'appelle, en milieu rural a 10 enfants, 10 femmes qui vivent en milieu métropolitain n'ont que 2 enfants, ça fait toujours plus d'enfants dans les villes que dans les campagnes. Donc, il y a un aspect de dynamique de la population qu'il faut prendre en compte. Nous avons une population qui est déjà importante, qui est en croissance. En ralentissant notre population, nous allons pouvoir stabiliser
la population africaine. Mais aujourd'hui, à l'instant où nous sommes en train de parler, la population africaine, enfin, les femmes font en moyenne 4 enfants. Donc, cela veut dire que notre taux de croissance augmente. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il est plus simple et je pourrais prendre votre exemple. Vous avez eu de nombreux frères et sœurs et vous avez eu à peine quelques enfants. Je ne sais pas qu'est-ce qui a motivé votre choix. Je pense que la question économique est en partie liée à cela. Et je sais que l'un de vos fils, sinon les deux sont docteurs, donc je pense qu'ils produisent quand même plus de richesses que s'ils étaient des agriculteurs. C'est vrai. Moi, je suis convaincu que ce n'est pas en réduisant le nombre de naissances que l'Afrique se développera, parce que est-ce que vous pouvez répondre quelles solutions les Occidentaux qui nous demandent de réduire les naissances ont par rapport au vieillissement de leur population? Aujourd'hui, tous les signaux montrent que la force de l'Afrique, c'est sa population, c'est sa jeunesse. Et aujourd'hui, on ne peut pas demander à l'Afrique, qui n'est pas encore, qui est sous-peuplée, de limiter les naissances. Ça n'a pas de sens. Donc, tel que Madame l'a dit, compte tenu des richesses africaines, on a besoin des gens. Il faut simplement répondre à la question de savoir, est-ce que nous sommes pauvres parce qu'on fait plus d'enfants, ou nous faisons plus d'enfants parce qu'on est pauvre? Si on répond à cela, on pourra trouver la solution. D'accord. Pour répondre à votre question de la manière la plus simple, il faut poser la question à celles qui font des enfants. C'est-à-dire les femmes. Le sous-jacent de ma présentation était simplement de dire qu'en donnant du pouvoir aux femmes, celles-ci feront le choix de savoir si elles décident d'avoir beaucoup d'enfants ou si elles décident d'en avoir moins. Les statistiques, mais les exemples que nous avons aujourd'hui démontrent de manière très claire que lorsqu'elles ont le choix, elles font moins d'enfants. Et cela s'explique aussi d'un point de vue économique. Si hier, avoir beaucoup d'enfants assurait la prospérité, aujourd'hui, on investit énormément dans un enfant et ce n'est que plus tard qu'on en récolte, entre guillemets, les fruits. Donc, il faut demander aux femmes, et je voudrais demander rapidement, en quelques secondes, parmi les femmes qui sont présentes ici, quels sont ceux qui ont plus de 10 enfants? Levez la main. 9, 8, 8, bravo pour elles. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je crois que à moins de 5, la majorité des femmes présentes ici. Il faut demander celles qui ont envie d'en faire encore. Alors, pour ne pas me faire épingler par le chronométreur, ce que je vous propose, c'est que nous poursuivions cette séance de questions-réponses tout à l'heure. Et sur ce, monsieur l'animateur, je vous rends le lutin. Merci beaucoup. Merci. Combien d'enfants? Deux. Une ovation de cette présentation qui est de très haut niveau. Débutez votre discours par une introduction en chanson, puis nous présenter l'état civil du discours, et le clore en chanson, en honorant les valeureuses dames du pays. Je vais donc évaluer votre discours. Il y avait deux objectifs assignés. Je vais évaluer séparément les deux objectifs en utilisant la méthode sans justice de terrain. Pour le premier objectif, parlons du discours. Franchement, je ne sais si c'était le sujet, si c'était les diapos ponctués d'images parlantes, ou si c'était le fait que vous avez su valoriser vos diapos, vos informations factuelles que vous donniez en vous effaçant et en utilisant une voix sobre, un point de tristesse qui marquait exactement les événements, les faits que vous nous communiquez. L'assistance était scotchée, elle vous suivait. Et le verre qui a eu la maladresse de teinter en ce moment a sonné comme si c'était. À ce niveau, je n'ai qu'une seule demande. Je n'ai pas, sauf erreur de ma part, entendu les sources de vos informations.
Pour passer au second objectif, la gestion de la séance questions-réponses. Bravo aussi pour une gestion bienveillante. Vous avez su garder votre calme. Bien que la plupart des questions étaient contre vous, vous avez en tout cas, bec et ongle, essayé de vous défendre. Même si c'était un petit peu difficile. Et je pense que les différentes questions que vous posez des éléments pour vous abonner. J'ai également apprécié le fait qu'au début, vous avez quand même su reformuler la première question. Ceci a permis à nous et à vous de comprendre à nouveau le sens de la question qui était posée. Mais par rapport à la gestion du temps, je reste impulsionnelle. Qu'est-ce que je me suggère? Déjà, quand la session de questions-réponses va commencer, donnez un temps limite à chaque orateur. Demandez à l'assistant de ne pas répéter les questions qui étaient déjà posées. Ça aurait permis à ceux qui avaient des questions dans la session de les poser. Également, je vous suggère, je vous recommande de ne pas répéter les phrases quand vous donnez vos réponses. Et si vous avez comme but de donner un exemple par réponse, tenez-vous en cela. Parce que pour certaines réponses, vous allez donner 2-3 exemples et vous-même, vous n'avez pas su circoncire vos réponses. C'était le stress que je vous cite. L'objectif est atteint.